Bonjour et soyez re-bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai plus refait de vidéo. Toutes les seules vidéos que j'ai lancées, c'est juste des espèces de petits teasers comme ça, venant d'un nouveau projet de bande dessinée, ce qui fait pas beaucoup. Mais bon, ici maintenant, on va justement parler d'un bilan. Ce n'est pas un top, ce n'est pas un flop, mais bien entendu, d'un bilan général. En gros, je fais la critique de plusieurs films. Tout ce que je peux vous dire de nouveaux films que j'ai vu plus de 90, ce qui en fait beaucoup et ça risque d'être long. Mais c'est pour ça que cette vidéo sera divisée en deux parties. La première, c'est celle que je fais en ce moment. Et le deuxième sera par exemple sur la présentation de ce projet de bande dessinée que j'avais fait les deux bandes annonces. Mais également aussi de séries que je vais parler également. Et de du futur de la chaîne, parce que c'est vrai, pour vous expliquer un peu du retard, tout ça. En soi, voilà, pour cette première partie, voilà, je vais parler en même temps des jeux vidéo que j'ai joués, plus les films, mais également les polémiques, s'il y en avait. Mais seulement, voilà, le niveau jeu, je vous le dis tout de suite, je vais vous dire tout de suite les jeux assez rapidement. J'ai joué au nouveau Doom, que j'ai juste par ici. Je vous montre. Voilà, il est juste là. Après, j'ai aussi d'autres jeux, j'ai joué à d'autres jeux comme par exemple Final Fantasy XV, un petit peu aussi d'autres jeux comme le Kirby Planet Robobot qui sur Nintendo 3DS qui est super sympa. Aussi Super Mario Maker sur 3DS, mais également aussi certains jeux comme No Man's Sky qui là pour le coup était vraiment décevant, et également aussi également aussi Call of Duty Infinity Warfare que je n'y croyais pas, mais que au final bon ça s'avérait une petite surprise, je dis bien petite. Et aussi Battlefield 1 qui là pour le coup ce n'est pas juste une petite surprise, c'est vraiment génial comme jeu. Après c'est plus en test que j'ai joué que vraiment les sous-marins à main, à part Doom bien sûr, ou Planet Robobot avec Kirby, ou alors Super Mario Maker. Mais sinon voilà, ce sont des exemples de jeux que j'aurais pu jouer, mais selon voilà, maintenant c'est plus un bilan sur des films, et c'est en ce moment, on ouvre le bilan 2016 de cette année au cinéma. Et oui, pour ce bilan, je commence très fort puisqu'on va parler de Arrival ou Premier Contact de Denis Villeneuve. Ce film de 47 millions de dollars montre à quel point le réalisateur a su bien utiliser son budget pour les effets, pour l'atmosphère et aussi un très bon jeu d'acteur. Le scénario est pour le coup se distingue de beaucoup de films avec les extraterrestres, à savoir que les grands blockbusters d'action, genre Independence Day, tout ça, on va y revenir sur Independence Day après, où les aliens sont les méchants qui veulent envahir le monde. Là, pour le coup, dans ce film, ils veulent établir un contact pour connaître leur motivation. C'est vrai que, dit comme ça paraît être chiant, mais après avoir vu le film, ça passe. Surtout aidé par le jeu des acteurs, la narration et l'atmosphère. Donc voilà, Arrival, le Denis Villeneuve, c'est à voir, et je pense que c'est sans contexte l'un des meilleurs films de l'année 2016. Ah oui, il y a aussi un truc que j'ai oublié de dire, ce sera des petites critiques parce que vu que comme j'ai dit, j'ai vu plus de 90 films et que le tout sera dans cette vidéo, ça risque d'être assez long, très long si je devais faire une critique extrêmement complète. Donc voilà, comme ça vous êtes avertis. J'aurais pu le dire avant, mais comme ça, vous êtes avertis quand même. Passons au suivant. Si on est passé dans les chefs-d'œuvre en ce moment, on va passer sur un qui est... Si voir Jennifer Lawrence et Chris Pratt dans le même film, ça pouvait donner envie, malheureusement ce film-là est malheureusement extrêmement bancal. Là où l'abondance montrait un peu une espèce de film de survie dans l'espace, ça se termine au final à un truc limite beaucoup plus proche
d'une histoire d'un drame dans l'espace et dont lequel la catastrophe n'arrive que plus ou moins vers la dernière demi-heure, ce qui est un peu dommage. Voilà, ce film est un petit gâchis, très bancal, même la réalisation de Martin Tandem n'est pas extraordinaire non plus. Et aussi que, comme bien sûr le scénario est découpé entre le côté romance et le côté purement survie, au final, ben, c'est juste un petit coup dans l'eau. Et aussi quand le scénariste c'est quelqu'un qui n'arrive pas à essayer de donner vraiment plus que le simple concept, c'est assez dommage, vraiment. Et pour ce film, c'est un autre exemple d'un film pour jeunes qui aurait pu être bien dans son concept, mais qui au final est un petit plantage. Il s'agit bien sûr de la 5e vague avec Chloé Moretz, qui pourtant est une bonne actrice, mais que dans ce film, mais que je pense qu'elle mérite bien mieux que ce film-là. En plus que le scénario est extrêmement bancal et montre juste une énième invasion d'extraterrestres qui se divise en plusieurs vagues. C'est malheureux, on se demande même si ce n'est pas juste une redite de Divergente, genre tellement le scénario est tellement peu inspiré. Mais bon, comme on dit, si Hunger Games passait d'une bonne base et que ça s'est un peu mal terminé, pour la 5e vague, c'est un peu comme Divergente, on aura plus de la facilité à oublier. Et c'est triste de voir qu'un petit concept comme celui-là aussi et que aurait pu marcher si on l'avait donné à quelqu'un de très compétent. Voilà, enfin pour la 5e vague, c'est un gros gâchis, c'est même très mauvais. Et, enfin, vous pouvez voir si vous êtes curieux, mais sinon, je ne vous le conseille pas. Et oui, cette fois-ci, on va parler d'un film chinois réalisé sans nul doute par Stephen Chow, réalisateur de Kung Fu Hustle et également de Shaolin Soccer, qui ici nous fait un film fantastique sur l'histoire d'une sirène qui est allée découvrir le monde des humains, qui tombe amoureux, voilà. Enfin, en gros, c'est une espèce de Roméo et Juliette, mais version fantastique et également assez décalée aussi. Pour le coup, c'est une petite comédie qui se laisse regarder. C'est pas le meilleur de Stephen Chow, mais c'est une comédie qui se laisse assez prendre. La mise en scène, quoique même si on ressent le côté cheap, fonctionne. Même les effets spéciaux, ils ont un plutôt beau rendu. Les acteurs, ils s'en sortent bien. Je pense que c'est l'un des seuls films où on ne voit pas Stephen Chow. L'autre film où on l'a pas vraiment vu en tant qu'acteur, c'était dans Journey to the West, enfin sa version de Journey to the West, qui était pas mal lui aussi. Et pour le coup, cette petite comédie reste quand même assez rafraîchissante, surtout pour les nombreux blockbusters qui sont sortis cette année. Mais ça a été quand même aussi un grand blockbuster pour la Chine. Donc en soi, voilà, je dis ça pour un bien, mais d'un autre côté, ça n'est pas non plus extrêmement différent. Soit. La Sirène de Stephen Chow, si vous voulez vous marrer devant, je vous le conseille, c'est cartoonesque et ça se prend pas au sérieux, mais ça peut faire plaisir. Après, il y a aussi un côté sérieux, mais je préfère ne pas le spoiler. Et on va rester encore un peu dans le film fantastique Made in China avec Le Roi Singe 2 qui est réalisé par, je regarde le nom parce que je ne connais pas, c'est le directeur, ah voilà, Chiang Po-so, Chiang Po-soak, comme ça parce que c'est un nom bizarre, avec Aaron Kwok, je regarde,
Enfin, je suis désolé parce que je connais pas très bien les noms des acteurs. Enfin, c'est Aaron Kwok qui joue le rôle titre, et dans lequel ce film fait suite au Roi Singe de 2014, avec Donnie Yen dedans et avec le même réalisateur. Pour le coup, c'est sûr que si vous avez vu le premier et que vous avez trouvé les effets spéciaux extrêmement cheap, voire même moches par moment, eh bien, sur ce nouveau volet, il y a toujours des effets qui sont un peu cheap, mais cette fois-ci, il y a un bien meilleur rendu, que ce soit pour les scènes d'action ou même dans les scènes où c'est un peu plus calme. Le Roi Singe a un droit à un nouveau design, même si ça reste dans la même lignée que le Roi Singe. Les acteurs, ils jouent leur personnage comme il faut. C'est sûr que passer de Donnie Yen à Aaron Kwok, je rappelle, qui dans le premier film, Aaron Kwok jouait le méchant, ça fait un peu bizarre, mais d'un autre côté, pour une version un peu plus âgée du Roi Singe, je trouve que ça colle. Et bien sûr le méchant, qui est cette fois-ci une madame, qui reste toujours assez puissant et un digne combattant contre le Roi Singe. Bref, pour une nouvelle vision de la continuation du Roi Singe, ça passe bien. C'est un blockbuster complètement décalé, complètement givré, mais assez fun dans l'ensemble. Et bien entendu, il y a aussi des petits sidekicks, mais bon, ça passe. Ça passe mieux, contrairement à d'autres films. Mais bon, pour le Roi Singe 2, c'est conseillable, surtout si vous êtes fan du cinéma asiatique, surtout chinois. Allez, de retour à la science-fiction cette fois, avec notre cher Roland Emmerich. Independence Day Résurgence de Roland Emmerich, qui sort 19 ans après le premier volet, qui était assez con mais qui était vachement fun à regarder quand même. Pour ce deuxième volet, on passe ici la hausse encore plus haute en termes de Port Nawak, vu que ici le vaisseau est encore plus gros qu'un océan, ou un continent, alors que le premier c'était juste d'une mégapole. Je suis presque sûr que pour le troisième volet, ce sera un vaisseau spécial encore plus gros qu'une planète. J'imagine le truc. Pour ce film-là, on va encore plus loin dans la connerie et aussi dans les scènes d'action qui restent quand même assez jouissives quand même. Mais le scénario reste quand même assez convenu, très con, voire même encore plus con que le premier, ce qui est quand même assez fort. Et apparemment pour le troisième, on sous-entend que il y aura une revanche des humains contre les aliens. En gros, ça va être le chasseur qui va être chassé. Voilà, enfin, de manière générale, les acteurs, ils jouent des caricatures, enfin, un truc très simple chez Roland Emmerich. J'allais dire Michael Bay. Enfin, mais quand même, les effets spéciaux sont quand même bien faits de manière générale. On ressent quand même la puissance de la destruction des villes, et également des vaisseaux et des vaisseaux venant des humains et des aliens. La reine des aliens me fait beaucoup penser à la reine xénomorphe, mais sans l'aspect d'un xénomorphe. Voilà. Mais bien entendu, ce que je peux regretter, c'est que je trouve que cette suite est arrivée, je trouve un petit peu trop tard quand même. Je pense que s'il a été sorti dans les années 2000, début années 2000, genre en 2004-2005, ça aurait pu aller, mais bon, comme Roland Emmerich a fait d'autres films dans ces moments-là, il n'a pas pu les faire, donc voilà. Independence Day Résurgence, c'est con, c'est tellement con que ça en devient jouissive, à prendre à la rigolade, et pas car au premier degré, c'est sûr que ce n'est pas du tout un bon film, loin de là. Et on retombe à nouveau dans le nanar, puisqu'on va parler également de Gods of Egypt, d'un réalisateur qui est pourtant pas si mauvais que ça, à savoir Alex Proyas, qui est quand même connu pour avoir fait Dark City, qui a inspiré Matrix. Il a fait également The Crow, qui est légendaire.
mais qui est surtout légendaire aussi pour la mort de Brandon Lee également. Mais il a aussi fait iRobot. Bon, il a également fait Prédiction, qui est avec Nicolas Cage, mais bon. Pour ce film-là, à savoir Gods of Egypt, avec Gerard Butler dans le rôle du méchant, ici, pour le coup, autant une vision nouvelle de la mythologie égyptienne, ça peut être sympa, mais le problème, c'est que vu les idées, à savoir que Horus qui devient un espèce de faucon en métal, ou encore Seth qui devient une espèce de chacal gigantesque avec une armure. Si c'était un film d'animation, et que j'étais un enfant de 8 ans, ça aurait pu passer, mais dans un film live comme ça, et surtout avec un budget pareil, à savoir plus de 120, 130 millions, c'est quand même assez fort. Et surtout que le pompon sur la Garonne, c'est le fait que les dieux suent, ils saignent de l'or. Moi-même, quand j'ai vu ça en streaming, puisque je suis même pas allé au cinéma pour le voir, quand j'ai vu le film, je m'étais dit, si on me dit qu'il saigne de l'or, c'est terminé, je le considère comme un nanar. Et comme par hasard, c'est arrivé. Et sans penser aussi aux effets spéciaux qui sont moches. Ils sont tellement cheap qu'ils sont moches en fait. Parce que si c'était dans une période comme les années 70, j'aurais pu dire ça normal, que ça aurait pu être dans l'époque, mais là franchement, ça fait un peu bizarre. La polémique dessus, c'était que soi-disant on faisait du whitewashing sur les acteurs blancs, les acteurs, mais au final, qu'ils soient blancs ou arabes, le film aurait resté un nanar. Donc au final, une polémique qui ne sert à rien pour un film qui en soi ne méritait déjà pas beaucoup de clous d'œil. Donc en soi, voilà. Donc voilà, enfin, God of Egypt, c'est à prendre au second degré si vous aimez les nanars, mais si vous espérez justement un excellent film sur la mythologie égyptienne, faudra attendre encore longtemps. Bon allez, on retourne à la science-fiction sur du Fast, du Furious, dans l'espace, Star Trek Beyond ou Star Trek sans limite en français. Ils sont vraiment forts pour les sous-titres de merde quand même. Mais bon. Donc Star Trek Beyond de Justin Lin, qui est quand même qui est connu pour avoir qui est connu dans la série Fast and Furious pour avoir fait le 3 jusqu'au 6. Il a fait le 3 qu'à 5 et 6 en gros. Avant de le céder à James Wan pour le 7ème. Ici, Justin Lin, bien entendu, on voit qu'il essaye beaucoup de se rapprocher du style d'Abrams, enfin du moins de succéder à ce qu'a fait Abrams dans le reboot de Star Trek et également sa suite, Into Darkness, qui sont d'excellents films. Ce troisième volet et je vais juste dire que c'est un très bon blockbuster de science-fiction. Enfin, ce que je considère un peu dommage sur ce film, c'est que malgré que voilà, il y a le thème du fait qu'il y a du sans limite, qui correspond assez bien à l'idée de Star Trek, savoir du fait que l'Enterprise va dans des lieux encore plus lointains. Mais pour le coup, mais malheureusement, ça reste quand même assez classique, assez banal dans son scénario. Les acteurs de manière générale jouent toujours aussi bien. Les effets spéciaux, ça marche toujours. La mise en scène a quelques idées, même si ça reste avant tout une mise en scène de blockbuster, comme Justin Lin en a fait avec les Fast and Furious. Donc voilà, enfin, pour moi, Star Trek Beyond, c'est Fast and Furious dans l'espace, en gros. Et enfin, ça reste très divertissant, mais bien entendu, si vous attendez vraiment un gros renouveau de plus pour la saga comme elle a été Star Trek Into Darkness, faudra encore attendre.
si vous vous dites avec cette bande-annonce, mais what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et bien justement, moi aussi je me suis dit la réflexion quand j'ai vu cette bande-annonce aussi. Donc, Monster Truck de Chris Wedge. Alors, c'est un petit film qui, de manière générale, c'est des monstres dans une voiture, enfin tout ça, tout ça. Et en plus, il y a des tentacules. Et heureusement que ce n'est pas un personnage féminin qui est le personnage principal, je n'ose pas imaginer comment ça va se terminer. Bon, sérieusement, même si je dis sérieusement sur un film qui est what the fuck, mais bon, ce film est, enfin, pour les enfants ça passe, ça, c'est plutôt gentil, c'est plutôt assez divertissant dans certains points. Mais voilà, le problème c'est quand même c'est que le rythme est assez, et parfois assez lent dans sa passage, c'est-à-dire que pour les adultes, ils auront beaucoup de mal à entrer dans le délire du film. Pour les enfants, c'est sûr que ça va être le bonheur, pour les adultes un peu moins. Les acteurs, ben voilà, enfin, ils jouent les personnages enfin, en gros, ils jouent les personnages comme il le faut, comme ça, enfin. Pour la mise en scène, on dirait une mise en scène limite de téléfilm, tellement j'ai l'impression que les effets spéciaux font un petit peu cheap à un moment. Bon, je vais pas dire que c'est moche, mais ça reste un peu cheap quand même. Mais voilà, enfin, après, ce film, je dirais qu'il reste quand même inoffensif parce que c'est pas un point non plus où j'ai envie de me tirer les cheveux. C'est con, c'est what the fuck, mais ça fera plaisir aux gosses. Par contre, pour les adultes, un peu moins. Et quand on sait, je sais que c'est un film familial, mais quand on dit familial, ça ne veut pas dire que pour les gosses, normalement. Et allez, cette fois-ci, on va aller adaptation jeux vidéo. Et on va parler, bien sûr, d'un film qui a beaucoup ragé en France, mais qui était assez attendu en Amérique. Ratchet et Clank, le film, réalisé par Kevin Munro, réalisateur du TMNT 2007, que je considère comme la meilleure version des Tortues Ninja en film, après le premier film live. Bon, que Ratchet et Clank le film, bon, pour vous situer, sachez que c'était le film d'animation que j'attendais le plus, oui, plus que Zootopie, plus que Vaiana, plus que Trolls, ça c'est facile, et plus que Comme des bêtes aussi. Pour au final, c'est mi-figue, mi-raisin en fait. Ce n'est pas horrible, parce que j'ai entendu beaucoup de gens en France qui disaient que c'était horrible juste parce qu'il y avait Lucas Auchard, à savoir Squeezie dedans. Mais je dirais même que ce n'est même pas la faute de Squeezie le problème du film en fait. Le vrai problème du film, ben, c'est que le scénario est extrêmement bancal, qu'il est peu développé et qu'il se concentre trop sur l'humour. Et c'est ça le problème. Parce que c'est ça le problème aussi que j'ai avec certains films d'animation, c'est qu'ils mettent trop l'avant sur l'humour. Et surtout s'ils ont des idées vraiment géniales pour un film pour enfants, tu dois aussi exploiter le sujet. Enfin, parce que c'est ce que faisaient les Disney, les Pixar et en partie DreamWorks aussi, c'est que ils arrivaient à faire rire les enfants, mais aussi à les transporter avec le message, avec les personnages, tout ça. Le problème avec ce Ratchet et Clank, c'est que justement, pour l'humour, c'est déjà pas terrible, que ce soit en français ou en anglais, parce que, je vous le dis, j'ai le film. Voilà, enfin, je l'ai acheté quand même. Parce que, voilà, je suis quand même un grand fan de la série, et moi, je trouvais ça pas concevable que je n'achèterais pas. Pour moi, voilà, enfin, le problème de ce film, c'est surtout le scénar qui est vraiment... C'est le gros handicap, parce que le film, en soi, quand on le regarde, ça a l'air d'être plus rafraîchissant que n'importe quel film adapté de jeux vidéo, comme les films du Ebo, le Doom, ou alors également Silent Hills 2. Voilà, enfin, c'est quand même assez différent. Et même la polémique autour de Squeezie, je suis désolé, mais au final, elle ne sert à rien. Car elle ne reflète même pas le vrai problème du film, quoi. Car le vrai problème du film, c'est son scénar.
c'est même pas à cause de Lucas Sochar, quoi. Ce n'est même pas la faute de Squeezie, de Kevin Tran du Riz Jaune, ou même également enfin je me souviens plus du nom. Enfin, c'est un youtubeur aussi, John Rachid, voilà, John Rachid. Bah, c'est même pas la faute de ces trois-là, quoi. Déjà parce que les deux sont des personnages, John Rachid et Kevin Tran sont des personnages secondaires. Le seul qui est principal, c'est Squeezie. Mais sinon, les autres acteurs, les doubleurs, je suis désolé, que ce soit le doubleur qui fait celui de Bruce Willis, ou même celui qui fait Nefarious, qui même si je sais que c'est la voix de Cartman, il s'en sort pas trop mal. Et également aussi celui qui fait la voix de Seth Rogen, enfin le doubleur officiel de Seth Rogen qui fait la voix de Clank, enfin pour Clank, il joue bien, mais après c'est juste que ça ne colle pas vraiment au personnage sa voix, mais bon. Mais sinon, du côté américain, les acteurs jouent super bien, que ce soit James Arnold Taylor, Kevin Kay ou même Bill Ward, tous ces acteurs-là jouent super bien. Graphiquement, c'est beau, c'est très beau. Après, ce que je peux regretter, c'est qu'ils n'exploitent pas assez le fait que c'est un univers gigantesque, comme ça a été le cas pour les jeux. Mais voilà, quand je disais que le problème des scénars, c'est justement parce que ils n'exploitent pas assez certains des personnages, dont même l'amitié entre Ratchet et Clank, qui est quand même le cœur de la série. C'est triste, mais voilà. Voilà, Ratchet et Clank, je dirais que c'est très moyen. À la limite, jouez aux jeux vidéo Ratchet et Clank sur PS4, et vous aurez vraiment une meilleure version, une version qui aurait pu être le film, justement. C'est dommage, mais d'un autre côté, en tant que film, en tant qu'adaptation de jeux vidéo, j'ai vu bien pire. Mais bon, heureusement que le prochain n'est pas si horrible que ça non plus. Surprise que je ne m'y attendais pas. Enfin, le film, je n'en attendais pas. Enfin, j'aimais bien la licence en jeu vidéo, mais je voyais très mal un film dedans. Angry Birds, le film, avec Omar Sy dans le doublage français. Ce film, enfin, comme j'ai dit, j'y attendais pas déjà parce que de 1, je trouve qu'Angry Birds, même s'il expliquait un peu l'univers au début du jeu, je trouvais que ça restait comme un univers qui était qui restait à peine effleuré quand même, parce que le vrai but des Angry Birds, c'est de jeter des oiseaux très énervés contre des immeubles faits par des cochons qui volent des œufs. Pour le coup, on peut dire que le film il respecte plus ou moins la licence dans cette partie-là. Graphiquement et en animation, c'est super beau, il n'y a rien à dire. Les personnages sont assez bien représentés. Ensuite, en termes de scénar, bon, le message est plutôt convaincant, à savoir, ça traite un peu sur l'individualisme, qui est représenté par Red, qui est doublé par Omar Sy, donc, qui justement, ce qu'ils disent, c'est que justement, ce n'est pas parce que telle majorité a dit ça, sur un sujet ou sur quelqu'un ou sur quelque chose, qu'ils ont forcément raison. C'est une idée qui est pas mal, qui est plus ou moins exploitée, mais après le problème du film, c'est que tout comme Ratchet et Clank, ils mettent un peu trop en avant l'humour, et aussi ça va extrêmement vite, vu que ça fait 1h40 le film, mais bon, Ratchet et Clank c'est 1h30 aussi, donc moi je pense que Ratchet et Clank aurait dû avoir plus de 2 heures, ce qui aurait pu marcher pour exploiter l'univers. Après pour Angry Birds, je trouve que l'univers tel qu'elle est déjà montré en 1h40, je trouve qu'elle est déjà assez bien représentée. C'est ce qui fait que Angry Birds est légèrement mieux que Ratchet et Clank, ce qui est déjà ça. Et voilà, Ratchet et Clank, non, pardon, je suis trompé. Angry Birds, c'est vrai que je vous le conseillerais beaucoup plus qu'un Ratchet et Clank, normal. Et aussi que justement si vous êtes fan du jeu, vous allez trouver votre bonheur, et rien que le climax est un gros clin d'œil à la licence,
Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, s'il n'y avait pas ça, ben, ça ne serait pas Angry Birds. C'est tout con. Alors là, pour le coup, on a là le meilleur film adapté d'un jeu vidéo de cette année, voire même de tous les temps s'il le faut. Warcraft de Doug Jones, réalisateur de Moon et de Source Code, deux excellents films, mais chacun dans leur style. Moon est un film science-fiction et Source Code un thriller psychologique. Ici, il se frotte à l'heroic fantasy. Pour le coup, mise en scène, même si c'est vrai que tu as l'impression qu'il ne montre pas beaucoup de prouesses comme il a pu montrer dans Moon ou dans Source Code. Mais sinon, les acteurs de manière générale jouent plutôt bien, mais c'est surtout ceux qui jouent les orques qui volent la vedette. Et aussi, même dans l'histoire, c'est vraiment les orques qui volent la vedette aux humains. Mais c'est vrai quand même que les humains, quand on regarde bien, ils ont pas vraiment... Il y a quoi vraiment à s'intéresser à part un mage, un chef d'armée, un roi un peu idiot quand même, et qui font un peu des amalgames sur les orques, voilà, enfin... Mais sinon, les scènes d'action sont vraiment jouissives, il n'y a rien à dire. À la différence des films précédents, soit Ratchet & Clank, où les scènes d'action, bon, se laissaient regarder, mais elles n'étaient pas épiques du tout. Et à Angry Birds, dont la seule vraie scène d'action, c'est vraiment vers la fin. Les autres mini scènes d'action qu'il y a, bah, c'est plus des courses-poursuites pour moi. Enfin, c'est plus des courses-poursuites pour un peu nous distinguer de la situation, en gros. Ici, les scènes d'attaque sont plutôt bien faites, bien foutues. Le scénario, je trouve, change un peu du schéma classique de l'Heroic Fantasy, parce que au lieu d'en faire un espèce de Seigneur des Anneaux like, et c'est ce que les critiques ont justement reproché au film, ben, ils ont à savoir les orques, les méchants, les humains, les gentils. Ben, ici, chez les orques, tout comme chez les humains, ben, il y a des protagonistes et des antagonistes, ce qui change un peu, ce qui fait que les deux ne veulent pas spécialement faire la guerre, mais c'est juste que finalement ils vont quand même rentrer en guerre à cause des antagonistes en gros. Et voilà, ça c'est bien trouvé. Le gros problème du film, c'est que 2 heures, je trouve que c'est tout juste. Je pense que s'ils avaient rajouté une demi-heure ou même de 1 heure, je pense que ça aurait bien plus fonctionné, parce que l'air de rien, je trouve que c'est une très bonne porte d'entrée pour une licence pour Warcraft. Bon, c'est vrai que aux États-Unis ça n'a pas extrêmement bien fonctionné, mais il s'est quand même bien rattrapé à l'international. Et c'est un peu comme Pacific Rim aussi, c'était un peu la même histoire aussi. Mais bon, pour vous dire, voilà, enfin, Warcraft, de manière générale, c'est franchement excellent. Même s'il est très court, je pense que c'est quand même le film indispensable en termes d'adaptation de jeux vidéo. Et il n'est même pas le seul, parce qu'il y en a un autre, et c'est en film d'animation. Kingslave Final Fantasy XV. Le film qui introduit justement les événements du jeu Final Fantasy XV. Déjà Final Fantasy XV, je le trouve assez bien, enfin, qui est très immersif et assez fun, même si je trouve quand même que il y a quand même un très gros creux dans du deuxième tiers et qui est encore plus
se fait encore plus ressentir dans la, dans la dernière partie, et également une caméra complètement folle parfois. Et, et voilà, enfin. Mais sinon, le film, c'est ce qu'on pense. Là, forcément, faut qu'on m'explique les critiques négatives, parce que... Alors oui, il y a beaucoup de scènes d'action dans ce film, mais sinon, désolé, mais graphiquement, je pense que en termes de film d'animation, c'est l'un des plus beaux, on peut dire. Et t'as presque l'impression que c'est limite photoréaliste, tellement les personnages, en termes de design, font presque ressemblants, même si on sait que c'est de l'animation. Les effets utilisés sont quand même bien fun. Les scènes d'action, ils sont vachement épiques, même si c'est vrai que t'as parfois une caméra qui bouge un peu, qui bouge beaucoup. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire que ça donne beaucoup d'énergie aux scènes d'action. Les personnages sont vraiment intéressants, chacun de leur manière. Et c'est un peu dommage que ce ne soit pas ces personnages qu'on voit dans Final Fantasy XV, mais bon. Au moins les personnages de Final Fantasy XV du jeu sont charismatiques, ce qui fait que quelque part c'est un mal pour un bien. Mais sinon, voilà. Enfin, après, bien sûr, le petit problème de Kingslave, je trouve que c'est plus le fait que c'est principalement fait pour des scènes d'action, un peu comme les Resident Evil, les films en image synthèse de Resident Evil. Mais en soi, je trouve que comme les films Resident Evil, ça reste plutôt convaincant. Voilà, enfin, Kingslave, de manière générale, c'est très convaincant, c'est très, très fun, très beau, très jouissif, c'est à conseiller. Et bien entendu, qui dit film d'adaptation, on ne peut pas parler sans... Assassin's Creed, le film, réalisé par Justin Kurzel, réalisateur donc de Macbeth, avec Michael Fassbender dedans. Et il y a aussi Michael Fassbender dedans, qui est le personnage principal, avec Marion Cotillard et Jeremy Irons. Ici, Assassin's Creed, et pour le coup, bon, c'est un bon divertissement, mais voilà, enfin, il est quand même creux quand même. Le problème du film, c'est qu'il a une bonne base, parce que déjà en soi, Assassin's Creed est une très bonne base pour avoir un film. Mais voilà, enfin, le gros problème, le scénario est assez creux de manière générale. Bon, le fait que ça se passe plus dans le présent que dans le passé, bon, c'est un choix, on peut dire. La mise en scène de Kurzel, bon, elle se ressent plutôt bien. Les acteurs jouent de manière générale plutôt bien, même si, bon, Cotillard, toujours aussi froide, voilà. Les effets spéciaux, bon, ça va. Par contre, le niveau montage, c'est assez découpé parfois. Enfin, je veux pas dire que c'est extrêmement horrible comme un Tekken 2, 3 ou même un Die Hard 5, mais là, ça sent quand même le découpage beaucoup. Et quand même, parce que je trouve que le projet de Assassin's Creed n'aurait pas dû être dans les mains de la 20th Century Fox au final. Parce que quand on voit tous les projets qu'ils ont gâchés, ça n'étonne pas d'eux. Donc voilà, enfin, Assassin's Creed le film, vous pouvez le voir si c'est pour vous divertir, mais sinon en termes général, ça reste quand même assez creux, même si il partait d'une bonne base. C'est juste dommage. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que maintenant on va entrer dans les films super-héros, et on peut dire aussi que le premier film super-héros que je vais vous parler, moi je trouve ça un peu dommage aussi.
et dire que je t'ai acheté parce que je le voulais dans la collection. Captain America Civil War. Quelle déception. Mais quelle immense déception. Pourtant, voilà, donc, si vous avez vu la vidéo sur Batman et Superman, je vous l'ai dit que j'avais aimé le film, mais au final, je me suis rendu compte qu'en fait, que je n'aimais que la partie visible de l'iceberg, en fait. Tout ce que je n'ai aimé, en fait, ce n'est que les scènes d'action et les acteurs. Mais derrière, les scénars, mais il est brouillon. Il traite de l'un des événements les plus importants de l'univers de Marvel, à savoir Civil War. Bon, qu'ils fassent leur version de Civil War, c'est une chose. Parce que moi-même, voilà, enfin, que vous réduisez le nombre des héros, c'est normal. Parce que je ne verrai pas du tout 500 héros contre 500 héros, ou même des méchants avec eux, pour un combat épique dans une seule caméra, avec une seule caméra. Là, c'est normal. Mais le problème avec la Civil War, du moins la scène de l'aéroport, alors, ok, oui, c'est la meilleure scène d'action du film. Mais même dans cette scène, elle représente tous les problèmes du film, en fait. C'est jamais risqué, c'est terrible, c'est épique mais oubliable, mais aussi c'est souvent le Civil War, c'est souvent la guerre civile la plus soft que j'ai jamais vue quoi. Même la guerre civile qu'il y avait dans le jeu Marvel Ultimate Alliance 2 faisait beaucoup plus Civil War que ce film, quoi, je veux dire. Parce que là, je suis désolé, mais c'est plus une guerre de gang, c'est même pas une guerre, quoi. Et en plus, quand j'ai vu War Machine tomber, je me suis dit, ah chouette, il va mourir, quoi. Comme on l'a vu dans la bande-annonce, il va sûrement mourir. Ben non, il est juste blessé. Comment éviter justement, enfin, dire qu'il y a un film de super-héros qu'ils ont reproché d'être sombre, mais là, enfin, pour s'y voir, c'est être sombre, c'est être sombre, c'est être sombre, mais juste pour faire plaisir, quoi. Et même les couleurs, mais c'est moche. Mais la photographie, ça donne même pas envie, quoi. Ça fait téléfilm, mais un point. Et la mise en scène, bon, c'est du Rousseau, voilà, enfin, ça veut dire, c'est des plans efficaces, mais avec des moments où la montage fait vraiment pas bon ménage, et aussi une caméra assez tremblante. Et aussi, niveau méchant, c'est assez la loose quand même. Autant que Crossbones, bon, il est décevant, mais d'un autre côté, j'ai envie de dire que c'est un peu normal, puisque c'est pour introduire l'idée dans le film, donc là, pas de souci. Mais Zemo, il ne sert à rien dans ce film. Mais à rien. La vidéo sur le fait que le Winter Soldier aurait tué les parents de Tony Stark, mais Tony Stark et même le Capitaine auraient pu le trouver tout seul, quoi. Parce que Zemo, parce que à la limite que Zemo, ce soit lui qui aurait créé toute cette zizanie entre les Avengers qui permettrait le combat dans l'aéroport. Pourquoi pas? Mais là, déjà, il fait son petit justicier lui-même. Et déjà, justicier lui-même, alors que normalement, s'il réfléchit bien, il aurait dû savoir que c'est Ultron qui a tué sa famille et pas Tony Stark, tout simplement. Ni les Avengers, parce que, je suis désolé, mais le gros des dégâts à Sokovie, c'est Ultron. Et à la limite, qu'il voulait aussi trouver un responsable, bah, il aurait pu reprocher ça à Tony Stark. Et aussi, même la loi de Sokovie, je suis désolé, mais il aurait dû le mettre sur Tony Stark, quoi, mais pas sur les autres, quoi. Je veux dire, enfin, Tony Stark, c'est le plus dérangé des. Je suis désolé, enfin, en plus de dévoiler son identité dans le premier film et de se mettre en danger plus d'une fois dans le 2 et dans le 3, il crée une machine qui a failli tuer tout le monde. Et là, voilà, enfin, je suis désolé, mais ce film, franchement, mais et pourtant, il y a des bonnes choses, et c'est pour ça que, voilà, enfin, je dis juste que c'est une déception. Car j'ai aimé les scènes d'action,
Mais en général, elles sont plutôt fun. J'ai aimé les acteurs, ils jouent toujours aussi bien. Même les nouveaux, Tom Holland et l'acteur qui joue Black Panther. Et même Daniel Brühl qui joue Zemo, il joue bien, mais c'est juste que son personnage ne sert à rien. Et j'ai entendu des gens qui disent que c'est original au final, que le méchant il gagne, mais au final, si le méchant est inutile et qu'il gagne, j'en ai rien à foutre. C'est tout. Pour moi, la victoire d'un méchant, elle est plus forte si c'est un méchant principal ou que si c'est un méchant qui est secondaire mais qui participe clairement à l'enjeu principal d'un film. S'il n'est pas l'enjeu principal, et c'est le cas pour Zemo, ça ne sert à rien. C'est tout. Et quant à l'idée du film, ben, ça s'est exploité au début, il l'oublie totalement au centre, et au final, il le met à la fin pour être niveau désespéré, pour essayer de nous mettre dedans, mais non. Ça peut marcher sur certains, mais pour moi, ça ne marche pas. Et pourtant, voilà, je suis pas un détracteur de Marvel. Enfin, parce que j'aime beaucoup des Marvel. J'aime Iron Man 1, j'aime le premier Avengers, le premier Captain America, même le premier Thor, je trouve ça pince en plus. Iron Man 3, Captain America 2, les Gardiens de la Galaxie. Mais voilà, enfin, voilà, je trouve que Marvel Studios est dans une période creuse. Et même si il y aura même si le film qui suivra très bientôt va un peu révéler la pente, mais pour moi, il est dans une période creuse. Avengers 2 était déjà une grosse déception, Ant-Man était aussi, et malheureusement Civil War en est un. Malgré les bonnes choses, malgré la bonne idée, c'est tout. Mais bon. Et voilà, enfin, mais quand même, je ne le taxe pas dans les pires, parce que parce que même film Marvel Studios, même Marvel tout court, il y a quand même bien pire. Et j'ai une idée de bien pire. Car vous vous souvenez de Thor 2 dans mon rétrospective, ben, j'avais dit que, justement, que c'était sympa sur plus qu'en le premier. Mais après un visionnage, je peux dire que finalement... Pas assez d'un des films les plus attendus de l'année pour au final être l'une des plus grosses déceptions. Mais une déception qui quelque part était attendue d'avance vu les actualités, mais déception quand même. Suicide Squad. Et oui, je n'ai pas acheté la version longue. Déjà la version longue, je l'ai vue en streaming. Si c'est pour rajouter des scènes inutiles, ça ne sert à rien. Mais bon, parlons de cette version cinéma. Alors cette version cinéma, j'allais voir le film, je me suis dit allez, même si c'est accueilli négativement, ça peut me faire l'effet comme le précédent film de la DCU, au moins d'essayer de proposer quelque chose malgré ça et de m'épater. Enfin, ça m'a diverti, ça m'a également donné une petite idée, mais le problème du film, mais qu'est-ce qu'il est rushé ce film! Le film il dure 1h57, je suis comme ça, mais il est rushé, mais extrêmement rushé. Mais c'est ça le vrai problème du film pour moi, il est rushé. J'ai même, je sais pas, parce que David Ayer, bah, je me souviens, il n'a pas arrêté de dire dans les actualités, oui, la version cinéma, c'est ma version du film. Je suis désolé, mais moi je regarde la version, je suis désolé mec, mais mais c'est pas ta version. Aucun réalisateur du même un Yes Man oserait dire qu'un film aussi rushé que ça, c'est sa version. C'est se tirer des millions de balles dans le pied, quoi. Bon. Voilà le gros problème du film. Tellement le scénario est rushé, les personnages sont au final peu développés. Le Joker est, il est invisible, voilà. Enfin, et même s'il a le design de Marilyn Monroe,
Pourtant voilà, c'est pas le problème ne vient pas de Jared Leto, parce que Jared Leto il joue plutôt bien le personnage. Et Margot Robbie joue bien également Harley Quinn. Pour une première version, c'est quand même très bien. Mais voilà quoi, ce film, voilà, enfin je veux dire, le problème c'est que les personnages sont ils sont sous-développés. Tout comme l'histoire d'amour entre Joker et Harley Quinn. Que ce soit Deadshot, Killer Croc, Katana, Captain Boomerang, autant les acteurs jouent bien dedans, mais même si Will Smith, ben, c'est Will Smith tout simplement, enfin faut pas chercher. C'est un peu comme Stallone dans Judge Dredd, il joue Stallone, il joue pas le personnage de Judge Dredd. Les seuls qui m'ont un peu surpris, bon c'est Viola Davis, je crois que c'est elle, qui joue qui joue Amanda Waller, voilà, Amanda Waller, ou Jay Courtney qui joue Captain Boomerang, qui est assez marrant dans ce film. Après, il y a aussi l'acteur qui jouait El Diablo. Il y a même aussi Joel Kinnaman, je pense que c'est celui qui a joué Robocop dans la nouvelle version de Robocop. En soi, les acteurs, ils jouent bien. Il y a, la seule vraie idée du film, c'est de nous présenter enfin des personnages qu'on n'a jamais vus dans un film live, un film live au cinéma, à savoir Deadshot, Captain Boomerang, enfin la Suicide Squad de manière générale. Mais voilà, enfin. Et même l'Enchantress, je trouve qu'elle a plutôt un design plutôt convaincant, enfin du moins la version avant qu'il ne retrouve avant qu'il accomplisse leur plan avec son frère. Parce que le premier design qu'il y avait quand elle apparaît la première fois est génial, mais après le deuxième design, ouais. Mais bon, niveau effets spéciaux, bon, il y a du bon comme du moins bon. Mais voilà, enfin, Suicide Squad, c'est décevant, mais quelque part, vu les actualités, vu cette histoire de Richoux, de Rush et tout ça, je m'y attendais quelque part. Donc au final, c'est pour ça que, pour moi, je trouve qu'il est moins décevant que Civil War, et ça c'est personnel, mais c'est quand même une déception tout de même. En gros, ben, j'ai dit du bien d'un film, mais voilà, je dis du bien, mais c'est du bien pour un mal au final, parce que Suicide Squad c'est quand même décevant. Et maintenant, on va parler de grandes démangeaisons jouissives et on se branle les couilles avec l'un des personnages les plus cartoonesques de l'univers Marvel. Et cette fois-ci, Marvel de la Fox, vu qu'il s'agit de Deadpool. Deadpool, alors, c'est un film qui est vachement jouissif. En plus d'être drôle, il est assez bien chorégraphié et a des très bonnes scènes d'action de manière générale. Assez what the fuck, mais quand même assez jouissive. Et surtout, ben, voilà, Ryan Reynolds. Moi, je suis sûr que j'ai été l'un des seuls qui a toujours cru que Ryan Reynolds serait le Deadpool parfait. Et là, dans ce film, il l'a carrément qualifié qu'il était Deadpool. Après voilà, enfin, pour dire des qualités, bon, c'est surtout la mise en scène Tim Miller, même s'il n'y a pas grand chose d'extraordinaire, ben, elle fonctionne de manière générale. Les acteurs jouent assez bien leur personnage. Mention spéciale à Ryan Reynolds, encore une fois. On a une nouvelle version de Colossus qui est quand même qui pour le coup par rapport aux autres versions, même s'il est beaucoup plus imposant et aussi cartoonesque un petit peu aussi, mais ça passe un peu mieux. Et aussi, bien entendu, les effets spéciaux, c'est pas dégueulasse, mais voilà, la photographie, je trouve qu'elle n'est pas non plus extraordinaire. Ça fait très téléfilm. Et également, ben, le méchant qui, bon, Ajax,
Je sais que c'est un méchant qui est assez puissant de manière générale, dans les comics, mais dans ce film, bon, ok, c'est une autre version, c'est un peu normal. Mais le problème, ben, c'est que Francis, comme il dit Deadpool, Francis, Francis alias Ajax, malgré que il est surpuissant, malgré que l'acteur joue bien, il est peu charismatique en fait. Voilà, j'ai l'impression qu'en fait le méchant, c'est je suis méchant et je vais tuer le gentil et tout ce qu'il aime. Un peu comme le méchant d'Ant-Man si on veut. Voilà. Mais malgré ça, bon, c'est quand même des fausses notes vu que Deadpool c'est jouissif, c'est ça. Si vous avez du temps à tuer, ça fera votre soirée.